Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Donc aujourd'hui, nous allons parler de savoir apprendre et rebondir. Tout un programme. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. En effet, si un entrepreneur n'apprend rien de ses expériences, succès ou échecs, il ne pourra pas rebondir. Croyez-en, mon expérience. S'il y a bien un domaine où l'apprentissage continu n'est pas un vain mot, c'est bien l'entrepreneuriat. En effet, être entrepreneur, c'est l'art de l'adaptabilité en permanence. Par exemple, il faut adapter son discours commercial. J'avais pas de formation commerciale au début, il a bien fallu s'adapter et adapter le discours, la communication, et puis enfin le marketing, quoi. Et c'est pour ça, par exemple, à 50 ans, je suis retourné à l'école, faire un MBA, un Master of Business Administration, en bon français, et pour confirmer tout ce que j'avais appris, ou pas, ou ce que j'avais fait moins bien. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait des choses que je faisais plus ou moins bien, que j'avais appris sur le tas, par l'expérience, par les retours qu'on m'avait fait, notamment en matière commerciale. Je voyais bien qu'il y avait des choses qui fonctionnaient pas, il y a d'autres qui fonctionnaient. Et donc, il a fallu faire un tri là-dedans. Et donc, toute ma vie d'entrepreneur, j'ai dû adapter ce discours commercial. Et puis en plus, quand je suis retourné à l'école, faire ce MBA à Rennes Business School, j'ai appris le marketing, qui était pas vraiment ma tasse de thé au départ, mais dont j'ai découvert finalement enfin, on va dire les bienfaits, en tout cas le marketing comme science, hein, puisqu'on fait de la recherche et de la recherche en marketing, et donc ce qui permet de mieux cibler ce qu'on va dire, comment on va le dire, etc. Donc si on n'a pas cette démarche en permanence d'adapter son discours, notamment si ça marche pas, si on voit qu'on essaye de proposer des services ou des biens et qu'on n'arrive pas à les vendre, peut-être parce que son positionnement n'est pas le bon, qu'on s'adresse pas aux bons interlocuteurs, qu'on n'a pas le bon discours, ou qu'on est soi-même pas assez bon commercial. Je veux dire, ou voilà, c'est peut-être que notre discours n'est pas perçu. Ça peut être tout bête, hein, des fois, ça peut être la tonalité de la voix, la façon dont on s'exprime. Ça peut être évidemment la façon dont on communique avec des plaquettes, des sites internet, avec d'autres supports de communication qui sont pas adaptés, qui sont pas ciblés, etc. En permanence, il faut se remettre en question et s'adapter. Et donc, en tout cas, le domaine commercial, et le marketing en amont est vraiment un domaine où il faut s'adapter en permanence parce que ça change tout le temps et que les attentes, les besoins des clients, des futurs clients, des prospects changent. En matière de management aussi, on apprend tous les jours. Surtout si on n'a pas eu une formation où on n'a pas été préparé à cette fonction-là. Et le management, à mon avis, ça nécessite un recul qui est nécessaire. Ça nécessite une distance que, à mon avis, on acquiert avec l'expérience. Peut-être que des personnes assez jeunes sont capables de manager assez vite quand elles sortent d'école de management, mais rien ne vaut la mise en situation avec des salariés, hein, avec des personnes à encadrer, peu importe, hein, si on est cadre ou voilà. Et ce management, ça nécessite comme je disais, ça nécessite un certain recul, une certaine distance, parce que on sait très bien et on l'apprend, il faut jamais réagir à chaud, il faut toujours attendre un petit peu pour réagir à froid, réfléchir à ce qu'on va dire, ce qu'on va faire, comment on va se comporter. Des fois, il y a des situations où il faut réagir assez vite parce que ça peut s'envenimer, mais en tout cas, il faut rester maître de ses émotions, surtout en matière de management. Et donc, du coup, et en plus, comme je dis, rester maître de ses émotions, ça veut dire qu'il faut pas non plus faire rentrer l'affect dans les relations qu'on a dans le management, parce que c'est un biais qui perturbe complètement la relation et la distance qu'on peut avoir avec ses salariés. Et comme on doit être dans un milieu professionnel, ça veut pas dire qu'on n'a pas de sentiments, qu'on n'éprouve rien par rapport aux situations
qu'on vit avec ses salariés et qu'on n'est nous-mêmes pas affectés par certaines choses dans notre vie personnelle. J'ai dû l'évoquer dans d'autres podcasts, mais en tout cas en matière de management, ben, il faut avoir cette distance-là parce que sinon, on a du mal à gérer les choses et à prendre cette distance nécessaire pour pouvoir être au plus juste. Parce que finalement, c'est ça, et prendre les bonnes décisions. Les gens qui sont drivés ou qui sont soumis à leurs propres émotions de colère, même de si les gens sont pas bien à un moment donné, c'est sûr qu'ils prendront pas forcément les bonnes décisions vis-à-vis de leurs salariés. À des moments donnés, voilà, ils vont les affecter eux déjà, et donc forcément la productivité de l'entreprise et puis la bonne marge de l'entreprise et voire même ce qui est essentiel, l'ambiance de l'entreprise risque de s'en ressentir. Donc ben, voilà, c'est des choses qu'on apprend sur le tas et on s'adapte, on s'adapte avec l'expérience qu'on acquiert au fur et à mesure du temps. Des choses aussi simples que ça, parce que moi c'est des choses qu'on m'a reproché par le passé, c'est de savoir apprendre à encourager, même quand ça marche pas. Ne pas dire bah non, t'aurais dû faire ça, bah non, c'est vraiment t'as dû faire une erreur là ou voilà. Faut savoir encourager, mais c'est des choses qui s'apprennent. Alors des fois il y a les salariés qui vous le disent, on dit ouais, quand même tu nous dis pas assez que quand ça va bien. C'est vrai, il faut savoir dire quand ça va bien aussi, parce que c'est ça, c'est absolument essentiel. Et soi-même, on aime bien aussi qu'on nous dit quand ça va bien ou quand on fait les choses bien. Donc il faut savoir faire ça. Donc bah, en matière de management, là, l'adaptabilité, elle est vraiment très très forte parce que d'abord on est en face de personnes qui sont différentes et au cours de la vie d'une entreprise, on peut avoir différents profils, différentes personnalités. Donc on est obligé de s'adapter. Il n'y a pas vraiment de règles, même si encore une fois il y a des écoles de management, mais à mon avis je ne sais pas trop ce qu'ils apprennent parce qu'il faut être vraiment en situation pour savoir faire ça. Et même quand on fait du management vis-à-vis des clients, je parlais de la relation commerciale tout à l'heure, c'est pareil, si on doit négocier, à mon avis, la négociation, ça s'apprend pas dans les écoles de management. J'en ai appris un petit peu lors de mon MBA, mais c'est vraiment une mise en situation en tête à tête pour savoir comment on est capable de négocier quelque chose, quoi. Ça s'apprend avec l'expérience et sur le tas, en situation. Donc voilà, c'est encore, enfin, voilà, tous ces domaines où la relation humaine nécessite cette adaptabilité. Encore une fois, bah, c'est souvent, voilà, dans les relations humaines, je continue sur ce sujet-là, mais même avec des fournisseurs, des fois, avec il peut y avoir voilà, une adaptation à un certain type de relations, ce qu'on appelle les relations clients, ou les relations fournisseurs, pour le coup. Faut rester professionnel, et encore une fois, garder la distance. J'ai eu une expérience assez malheureuse avec un consultant dans l'entreprise qui était venu faire un petit audit là pour savoir pour la performance de l'entreprise. Il avait audité un petit peu tout, justement le management, la production, le commercial, enfin un petit peu tout pour savoir comment on pouvait améliorer les choses. Et puis bon, il se trouve qu'en discutant ensemble, on était devenus amis quoi. Enfin, voilà, on avait une relation assez proche finalement, puisque lui avait travaillé dans des grandes entreprises, et puis j'apprenais beaucoup de cette expérience-là. Et puis un jour, il m'a fait confiance en tant que client, après être passé comme consultant, pour faire une partie de la communication de son entreprise. Et puis il y a eu, et comme je le fais souvent sur la partie production, bah, je délègue à mes salariés une partie de la gestion de cette production, quoi. Et puis, il se trouve que les choses se sont un peu pas très bien passées entre sa salariée, son assistante de direction et la mienne. Il y a eu quelques mots échangés. Voilà, en dehors de notre relation avec ce consultant en particulier. Et ma salariée est venue me trouver assez profondément affecté parce qu'il y a eu des mots échangés qui l'avaient blessé. Elle est venue me dire, ben voilà, il s'est passé ça, etc. Et donc, bah, j'ai commis une erreur en écrivant, en lui envoyant un mail en disant, bah voilà, est-ce que tu pourrais dire à ton assistante de direction, à ta collaboratrice, que ben voilà, il s'est passé ça, est-ce qu'on pourrait... Enfin,
pour ma part, je pensais que j'avais pas été agressif, rien du tout. Et en fait, je me suis aperçu que bah, c'était pas du tout passé. Le consultant en question ne voulait plus me parler. Voilà, il m'a menacé de ne pas réceptionner aussi les travaux de communication qu'on avait fait, qu'on avait créé pour lui. Et, et en fait, je me suis rendu compte, ça c'était une expérience pour moi, que du coup, l'écrit avait plus d'impact que l'oral. Et, et en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas voilà, comment la personne reçoit l'écrit à un moment donné de sa vie, de sa journée, dans quel état d'esprit il se trouve, etc. Et bon, voilà, pour une raison qui lui est propre, il était très attaché à cette, à cette, à cette assistante. Et donc, du coup, je l'ai blessé moi-même en écrivant que, voilà, alors que je voulais juste qu'on règle les choses. Il aurait fallu que je prenne mon téléphone pour lui téléphoner, pour lui dire, bah voilà, comment il s'est passé ça, et puis voilà. Et en fait, et depuis, bah, c'est quelque chose que j'ai appris. Et donc, encore une fois, c'est une adaptation. Hein. On apprend des choses euh, dans les relations, et c'est souvent par rapport à la psychologie humaine. Hein. On a parlé de relations commerciales, on a parlé de management, mais avec des fournisseurs ou des clients, ben voilà, c'est souvent ça. On s'adapte et puis on apprend. Et ce qui nous permet aussi bah, de rebondir, parce que voilà, donc la situation s'est arrangée fort heureusement, mais pas complètement, grâce à une de mes salariés d'ailleurs qui a fait l'intermédiation. Mais donc voilà, donc c'est une petite leçon, comme il peut y en avoir plein d'autres dans la vie d'un entrepreneur. Mais depuis, c'est une règle que je m'impose. Voilà, donc, quand on a quelque chose à dire, on téléphone, on n'écrit pas. Enfin, aussi, quand on sort d'une période difficile, et ça arrive dans la vie d'une entreprise, hein, chaque entrepreneur le sait. Alors, des fois, c'est des périodes difficiles qui se terminent mal. Mais bon, toute entreprise, des fois, vit des mauvais moments, des mauvais passages, où il y a des années, il y a des pertes en fin d'année, un mauvais résultat. Alors, ça peut être conjoncturel, ça peut être une conjoncture économique, mais ça peut être pour des raisons internes à l'entreprise, peu importe la raison. Et donc souvent, bah, il en résulte un peu une perte de confiance en soi, enfin pour l'entrepreneur, parce que je dis bon, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi mon entreprise ne développe pas. Ça fonctionnait bien jusqu'à à un moment donné, puis tout d'un coup ça fonctionne moins bien. Enfin, peut-être il y a une fatigue. Enfin bon, il y a tout un tas de facteurs. Comme j'ai dit, ça peut être des facteurs internes, ça peut être aussi des fois des problèmes relationnels à l'intérieur de l'entreprise qui perturbent le fonctionnement de l'entreprise, la production, tout simplement. Et ben, il faut savoir rebondir dans ces cas-là parce que ça, c'est beaucoup c'est la chose la plus difficile en fait. On peut tous avoir, alors peut-être moins les chefs d'entreprise parce ils sont peut-être plus armés pour rebondir, mais pas toujours. Hein. Des fois, on se laisse aller quoi. On se laisse aller et puis ben c'est ce qui précipite la chute de l'entreprise. Bah, tous les ans, il y a un certain nombre de dépôts de bilan. Hein. Alors, je dis pas que ça peut être que conjoncturel, c'est parce qu'il y a un retournement de conjoncture, où il n'y a plus de marché, où il y a plus de... Voilà, mais souvent, c'est une conjonction de plusieurs choses. Hein. C'est jamais que économique. Ça peut, hein, il peut y avoir une baisse des ventes, etc. à un moment donné, parce qu'on a moins besoin de vos services ou moins besoin de vos biens. Mais bon, voilà, c'est souvent un enchaînement de choses qui fait d'interaction entre la vie personnelle, vie professionnelle, dans la vie du chef d'entreprise, qui fait qu'à un moment donné, ben, il est moins performant. Son équipe l'est moins aussi, pour le coup, parce qu'il doit toujours un peu de leader. Hein, on a fait des podcasts là-dessus. Il doit toujours montrer l'exemple et puis tirer les gens vers le haut. Et donc, si lui-même il n'arrive pas à se tirer vers le haut, c'est compliqué quoi, pour que ça suive derrière. C'est normal, hein, tout groupe comme ça, avec un leadership, que ce soit le dirigeant ou quelqu'un d'autre dans l'entreprise d'ailleurs. Hein, si ce leadership il fait défaut, ben il y a des difficultés. Donc bah là, il faut savoir rebondir. Alors des fois, ça rebondit parce que soi-même on se dit bon bah voilà, c'est maintenant ça suffit, là,
t'arrêtes de jouer là, il faut que tu si ça s'arrête, bah, t'as plus de revenus déjà, parce que les pour les dirigeants d'entreprise, ben, c'est leur seule source de revenus, hein. C'est pas comme, je dirais, un salarié peut se mettre en arrêt de travail et puis le temps qu'il revienne et pour qu'il se sente mieux. Un dirigeant, bah non. S'il arrête, l'entreprise arrête, il a plus de revenus, il a pas de chômage. Donc on en a déjà parlé. Donc là, il faut se remotiver et des fois, c'est compliqué. Faut aller chercher loin dans ses ressources pour rebondir. C'est vraiment le terme de rebondir. C'est pour ça qu'il y a des associations qui sont très importantes dans le monde économique, comme 6000 rebonds ou le crédit, oui, le crédit, hein, voilà, qui sont des associations qui aident les chefs d'entreprise qui ont déposé le bilan à rebondir après. Parce qu'on est en France, en plus, on a une spécificité, c'est qu'on n'aime pas l'échec. Donc, quelqu'un qui a subi un échec dans sa vie professionnelle en tant que dirigeant, il aura toutes les peines du monde à remonter une entreprise. Ce qui n'est pas le cas dans les pays anglo-saxons. Donc, nous, en plus, on porte cette double culpabilité là d'avoir échoué à un moment donné, plus le fait d'être culpabilisé pour avoir échoué. Ça, c'est vraiment un truc spécifiquement français. Et il n'y a pas beaucoup de pays, peut-être dans d'autres pays latins, je ne sais pas, en Europe en tout cas. Mais en tout cas, dans les pays anglo-saxons, les pays nordiques, non, un échec est considéré comme une expérience. Et ça devrait être une expérience. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on rebondit. C'est-à-dire qu'on a appris de nos échecs. On peut apprendre de nos succès, bien sûr, de dire, bah, tiens, pourquoi ça a marché à un moment donné? Parce que des fois, un succès, ça peut être soudain. On dit, bah, tiens, ça marche, et puis, on sait pas trop pourquoi. Évidemment, ça rencontre un marché, parce que il y a un journaliste qui a parlé de nos services ou nos biens à un moment donné, et puis tout d'un coup, ça marche. Il faut savoir apprendre. Et puis, il faut savoir anticiper les futurs échecs aussi. C'est ça. Et rebondir, apprendre, c'est vraiment très important. Là, en l'occurrence, donc, je m'étais remotivé pour rebondir après une période assez difficile, hein, aux alentours des années 2017-2018. Et puis, j'avais changé de comptable à ce moment-là, parce que j'avais rompu un contrat avec un cabinet comptable qui fait partie ce qu'on appelle les Big Four, hein, les grands cabinets comptables, mais finalement qui n'apporte rien à une très petite entreprise. Je suis allé avec un cabinet comptable qui était plus proche des entreprises de la taille de l'entreprise que je dirige. Et puis, bah, il avait été franc, il m'a dit, bon, bah, Guy, maintenant, soit tu te donnes un bon coup de pied au cul, soit, ben, c'est fini, quoi. Donc, c'est à toi de voir, mais il faudrait que tu fasses ça, ça et ça. Et puis, on apprend à remettre les choses dans l'ordre et puis voilà, à faire en sorte que ça redémarre. Et puis, ça a redémarré. Ça n'a pas été évident parce que, évidemment, les banques sont jamais trop aidantes dans ces moments-là, mais on le verra dans un prochain podcast. Mais bon, voilà. Donc, on se remotive après avoir essayé d'avoir analysé ce qui n'allait pas, pourquoi ça n'allait pas, et on rebondit. C'est vraiment le terme, rebondir, pour continuer son activité. Pareil, j'avais dû rebondir, il y a plus d'une quinzaine d'années maintenant, après un redressement de l'URSSAF, hein, qui s'était avéré totalement injustifié, mais bon, qui un redressement qui était relativement élevé, suite à une mauvaise interprétation finalement des textes législatifs sur les charges, ou en l'occurrence les non-charges, sur les salaires des personnes en charge de la recherche et développement dans l'entreprise. Bon, il y a plein d'autres situations au niveau des entreprises où là, les URSSAF peuvent contester finalement le bien fondé de l'exonération de charges, voilà. Mais en l'occurrence, l'entreprise avait obtenu le statut de JEI, jeune entreprise innovante, hein, que j'ai un rescrit fiscal pour ça. On l'a eu 2 ans, et ce qui me donnait le droit de faire de la recherche et développement, et puis d'avoir une exonération de charges sur les personnes en charge de la R&D, donc recherche et développement. Sauf que l'URSSAF avait décidé que c'était pas le cas, parce que elle avait décidé que je ne pouvais pas cumuler les aides, les lois Aubry sur les bas salaires à l'époque, hein, et qui sont devenues les lois Fillon, hein, sur les bas salaires, et certaines exonérations de charges sur les bas salaires, plus l'exonération due sur les travaux de recherche et développement.
Et en fait, il y a eu un flou juridique que l'URSSAF ne voulait pas entendre. Et puis, comme par hasard, dans la foulée, j'ai un contrôle URSSAF. Et puis la contrôleuse d'URSSAF, l'inspectrice, commence à regarder mes documents. Puis au bout de quelques heures, elle me dit, finalement, peut-être que voilà, peut-être vous avez raison. Et à la fin de la journée, à la fin des 2 jours, elle me dit, finalement, vous avez complètement raison. Et puis il a fallu que l'URSSAF me rembourse les pénalités et ce qu'elle m'avait demandé, au titre, soi-disant, voilà, de mauvaise interprétation des textes. En fait, c'est eux qui avaient mal interprété les textes. Mais pendant ce temps-là, quoi, enfin voilà, pendant plusieurs mois, hein, il y a quelques années, il a fallu vivre avec l'épée de Damoclès l'épée de Damoclès, oui et non, puisque j'avais payé le redressement URSSAF, parce qu'il m'avait mis une inscription au privilège. Inscription au privilège par l'URSSAF, ça signifie prélèvement directement sur le compte en banque, quoi. Et donc, ils avaient, donc j'avais versé la somme à la question qui était importante pour une petite entreprise. Et tout ça pour s'entendre dire plusieurs mois, 9 mois, quasiment 1 an après, que finalement j'avais raison d'avoir appliqué ça, que mon comptable avait eu raison d'appliquer ces exonérations de charges, mais le stress pendant plusieurs mois, voilà, avec un manque à gagner, avec une réduction du salaire, parce que évidemment, il faut pouvoir compenser ce que l'URSSAF avait demandé. Donc, encore une fois, du coup, j'ai appris à gérer les choses, de bien me renseigner aussi. Ça, on apprend aussi à interroger les avocats, les comptables, etc., les fiscalistes, pour être bien dans les clous à chaque fois. Et puis, faut rebondir, pareil. C'est-à-dire qu'on se fait bien incendier à un moment donné, parce qu'on a en face de soi des gens qui sont absolument persuadés sur l'interprétation de texte, hein, parce que c'est bien ça, c'est une interprétation de texte. À un moment donné, et qui ont aucun état d'âme et qui peuvent vous mettre quasiment au bord de la faillite. Et il faut gérer ce stress-là, donc il faut rebondir. D'autant que dans la même année, cette même année-là, hein, donc comme j'ai dit, il y a plus d'une quinzaine d'années, j'ai eu un contrôle sur une formation financée, cofinancée par la région Bretagne en l'occurrence, parce qu'on est en Bretagne, et financée par les fonds FEDER, au titre des fonds pour l'emploi, du FSE, ce qu'on appelle le FSE, Fonds social pour l'emploi. Et ceux qui ont bénéficié de ce fonds-là savent que ce fonds, les fonds européens de manière générale, engendrent des contrôles qui sont absolument démentiels par rapport à la taille des entreprises qui mettent en œuvre ou qui utilisent ces aides-là. Et donc, cette même année-là, j'ai un contrôle de FSE sur une formation de 3 mois, parce qu'on faisait des formations assez longues, voilà, au titre du programme régional de stage. Le type en question vient faire la formation, il regarde tout ce qu'on avait fait au niveau pédagogique, même les travaux qui avaient été faits par les stagiaires, tout était bien. Bon, à peine s'ils s'intéressent évidemment à la qualité de ce que les stagiaires ont fait pendant le stage, sauf que quand ils regardent la comptabilité, le dépôt le dépôt comptable du projet, ils s'aperçoivent que le budget présenté n'était pas équilibré. Donc le budget n'était pas équilibré puisque c'est une entreprise qui présentait le budget, et par définition un budget peut pas être équilibré puisque par rapport à la comptabilité publique, dans la comptabilité publique, et j'en sais quelque chose, j'ai été élu municipal, comptabilité publique est équilibrée puisque on doit retrouver les mêmes sommes de part et d'autre entre dépenses, recettes et dans tous les budgets. Pas en comptabilité d'entreprise, puisqu'une entreprise, par définition, est obligée de faire du bénéfice ou des pertes. Mais donc, du coup, dans un sens ou dans l'autre, le budget n'est pas équilibré. Donc, un compte de résultat, il peut pas être équilibré, puisqu'il y a forcément du bénéfice à la sortie. Et en plus, nous déclarons de la TVA. Le fameux contrôleur en question me part de la séance de contrôle en me
menaçant de déclaration à l'Office européen des fraudes, je me souviens plus le nom, pour un redressement mais énorme de plus de 20 000 euros, quoi. Enfin, sur en fait, le montant de la formation, quoi. Voilà. Au motif que j'avais fraudé. Eh bien, alors, d'une part, donc c'était la même année que le contrôle URSSAF, vous imaginez. Donc, voilà. C'était un petit peu lourd. Et le contrôleur en question met 9 mois à rendre son rapport. 9 mois à rendre un rapport. Donc, on peut pas dire que c'était très frais dans son esprit. Donc, 9 mois en m'accusant d'avoir fraudé, que le compte était pas équilibré, etc. Donc, il a fallu que je fasse intervenir, donc, passer la sidération, parce que la sidération, moi, je me suis dit, bah, ça y est, c'est fini, vu la somme à redresser, de toute façon, je pouvais mettre la clé sous la porte, c'était terminé, quoi. À cause d'un type, là, qui avait fait une interprétation encore, d'une lecture partielle, ouais, pour être assez gentil, de mon projet et de mon budget. Donc, finalement, bah, encore une fois, rebondir, c'est, voilà. Je vais trouver mon avocat, et puis je lui présente les choses. Tout ça, il me dit, bah, écoute, attends, mais en fait, tu as raison. C'est parce que le compte, le budget présenté ne pouvait pas être équilibré, puisque au nom d'une entreprise, il peut pas être utilisé, il peut pas être équilibré. Les trames qui avaient été envoyées par la région Bretagne à l'époque étaient des trames qui étaient pour des collectivités ou des organismes publics, donc où les budgets étaient équilibrés, mais pas pour des entreprises. Et donc, on a défendu cette cause-là. On est allé directement à la direction de la région Bretagne. On a défendu ce point de vue-là, et ça a été acté par les services financiers de la région, et on a obtenu gain de cause. Mais voilà, encore une fois, donc, des gens qui permettent voilà, de vous déstabiliser à un point en vous menaçant en plus de fraude, parce que voilà, alors que tout était écrit noir sur blanc, tout avait été fait bien et tout, y compris, je vous imaginez pas, en plus, dans le cadre de la formation, les feuilles d'émargement pendant 3 mois sur 12 stagiaires, ce que ça représente, enfin voilà, enfin, et ça que c'est qu'une partie de l'administratif, tout fait nickel, tout, voilà, juste voilà, sur un budget non équilibré parce que il pouvait pas être équilibré comme en comptabilité publique, et une interprétation erronée d'un contrôleur, ça vous déstabilise complètement. Et dans ces cas-là, ben, il faut toujours rebondir, et il faut savoir rebondir. Bon, un dernier aspect, comme j'ai dit, ben, il faut apprendre de ses échecs, mais il faut apprendre aussi de ses succès. Parce que quand les choses marchent, ben, il faut savoir aussi les analyser pour d'abord qu'elles restent reproductibles. Bah, par exemple, c'est des choses tout bêtes, mais le fait d'avoir une facturation régulière, par exemple, c'est quelque chose que je faisais pas forcément régulièrement, justement. Et c'est des choses, par exemple, que certains, des consultants ou des gens qui sont tout seuls ou des artisans ou des commerçants ne font pas. Alors le commerçant, c'est un peu différent parce qu'il a sa caisse enregistreuse, mais un artisan, il va pas forcément facturer, enfin, régulièrement ou tout de suite. Donc, ce qui peut lui engendrer des décalages dans ses paiements, des choses comme ça. Et c'est des choses qui marchent, hein. Et puis, il faut habituer les clients à payer régulièrement aussi, demander des acomptes, des choses comme ça. Donc ça, c'est comment dire, des habitudes de gestion qui fonctionnent bien et qui permettent de pérenniser des entreprises. Donc des choses qui marchent, voilà, et dont j'avais pas forcément conscience au départ, quoi. Donc tu vois, j'attendais un peu, ou j'attendais que la fin du projet arrive pour pouvoir facturer. Alors que bah non, bah, entre-temps, des fois, si on a un projet qui dure 6, 9 mois, voire un an, il faut payer les salariés entre-temps, c'est juste pas possible, quoi. Ah, tous les artisans font payer des acomptes hein, sur des travaux maintenant. Mais c'est des bonnes gestions. Ou alors, par exemple, ce que je faisais aussi, c'est que j'avais tendance, pour des petits travaux, hein, de pas faire payer certaines personnes. Surtout quand j'avais une relation amicale avec certaines personnes. Je dis, bon, non, bah, tu paieras la première fois, ou la prochaine fois, ou on se rattrapera autrement. Puis en fait, bon, voilà, les gens ils prennent, ils redonnent pas forcément, hein. Et donc, bah, j'ai arrêté de faire ça parce que sinon, au bout d'un moment, ça s'accumule, ce genre de choses. Et puis, bah voilà, puis le comptable, il dit, bah ouais, il te rappelle à l'ordre en disant, bah oui, bah, t'as pas facturé ça ou t'as pas fait ça, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah voilà, donc, bah on apprend tout ça au fur et à mesure du temps. Encore une fois, ça s'apprend pas forcément dans les écoles, hein. Même en ayant
en étant retourné à l'école faire un MBA, j'ai pas forcément réappris cette façon, enfin, de façon régulière, par exemple, de facturer, de choses comme ça, ou voilà, ou au niveau du management, voilà. On apprend des techniques de marketing, forcément, on apprend, oui, des techniques de gestion financière, mais c'est de la technique. C'est, voilà, savoir lire des hauts de bilan, des bas de bilan, des choses comme ça, faire de la prévision financière. Mais finalement, voilà, cette régularité, cette gestion, cette bonne gestion, bah, à mon avis, mais peut-être qu'il y a des écoles qui enseignent ça, hein, ça s'apprend un peu sur le tas. Et puis, même si ça paraît évident, et ce qui permet, ben, du coup, d'assurer une pérennité aux entreprises et puis de rebondir à chaque fois. Et comme on a appris aussi de certaines choses, ça nous sert quand ça va un peu moins bien, comme j'ai dit. Donc en conclusion, on peut dire que tous les entrepreneurs ou entrepreneuses sont confrontés à des périodes de doute à cause de conjonctures personnelles ou économiques, mais qu'il faut surmonter en analysant et en apprenant des analyses. Un entrepreneur qui ne s'adapte pas meurt. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprise. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.